Tatsuya est un super soldat magique qui fait semblant d'être un loser pour mener une vie normale. Après s'être inscrit à l'académie de magie avec sa sœur obsessionnelle venue d'Alabama, il attire sans le vouloir toutes les filles populaires de l'école et les séduit accidentellement. Tout commence le premier jour de Tatsuya en tant qu'élève de la meilleure académie de magie du pays. Alors qu'il est tout excité de commencer, sa sœur Kanon Miyuki, qui vient aussi de s'inscrire, est contrariée qu'il ait été admis comme élève suppléant. Parce qu'en réalité, c'est le magicien le plus puissant de tous les élèves. Il lui dit aussitôt de garder cette information pour elle, car personne ne doit connaître leur véritable identité à l'école. Elle part donc en avance pour préparer la cérémonie d'ouverture. Quelques minutes plus tard, il entre dans le hall et remarque que les élèves avec des motifs de fleurs sur leur uniforme, qu'on appelle aussi les Bloom, évitent ceux comme lui, surnommés les Weeds. Il ignore cela et va s'asseoir au fond, mais deux filles nommées Mizuki et Erika le rejoignent et entament une conversation. Après le discours de Miyuki, les filles l'invitent à les rejoindre en place principale, mais il refuse, disant qu'il doit retrouver sa sœur. Mizuki demande s'il est le frère de Miyuki, car elle a ressenti des auras très similaires chez eux deux. En réalisant qu'elle possède la vision magique qui lui permet de voir la véritable nature des gens, il s'inquiète qu'elle puisse découvrir son secret et envisage de l'éviter. À ce moment-là, Miyuki arrive, alors il lui prend le visage entre les mains pour la féliciter d'être devenue la nouvelle représentante des élèves. Mais cela pousse Erika à penser qu'ils viennent de l'Alabama. Plus tard dans la soirée, Tatsuya essaie de travailler, mais il remarque la mauvaise humeur de Miyuki et lui demande si tout va bien. Elle lui raconte alors qu'elle a reçu un appel de leur père pour la féliciter et s'énerve que la famille ait choisi de traiter Tatsuya comme un étranger. Alors qu'elle commence à perdre le contrôle de ses pouvoirs, il lui prend la main et lui dit de ne pas s'en faire. Elle se serre alors contre lui pour instaurer l'ambiance de leur séance d'entraînement nocturne. Le lendemain, Tatsuya essaie d'améliorer ses compétences de combat dans un dojo, mais son maître louche, Yakumo, tente d'attraper les melons de Miyuki, alors Tatsuya l'attaque, pour finir par se faire corriger devant tout le monde après que Miyuki ait utilisé sa magie pour réparer ses vêtements. Ils se rendent à l'école, où un autre camarade de classe, nommé Léo, est intrigué par la rapidité de Tatsuya au clavier et décide de se joindre à eux pour le déjeuner. Cependant, lorsque Miyuki essaie aussi de les rejoindre, un élève Bloom nommé Shin et son groupe d'assistants à la cervelle lente disent à Miyuki de s'asseoir avec eux à la place. Il explique que c'est tout simplement inacceptable qu'une Bloom s'assoie avec des paysans. Léo s'énerve et défie Shin, alors il se retrouve après la fermeture de l'école pour un duel. Au début, Miyuki a des papillons dans le ventre à l'idée que Tatsuya se batte pour passer du temps avec elle. Mais lorsque Shin et ses amis commencent à activer des compétences mortelles, elle s'inquiète. Cependant, au moment où ils foncent, la présidente du conseil des élèves, Mayumi, gèle leur pouvoir et une membre du comité disciplinaire, nommée Mari, demande immédiatement des déclarations écrites car l'utilisation de compétences magiques les uns contre les autres est strictement interdite. L'instant d'après, Tetsuya s'approche d'elle et affirme. Shin et ses amis voulaient simplement leur apprendre quelques nouvelles compétences, alors ils décident de laisser passer. Le lendemain matin, Tetsuya et Mizuki croisent Mayumi, qui leur demande alors de venir lui parler tous les deux pendant le déjeuner. Quelques heures plus tard, il entre dans le bureau du conseil et Mayumi les présente à Rin, la trésorière, et Azusa, la secrétaire, avant de préciser aussi que Hanzo est en fait le vice-président. Après avoir expliqué comment ils élisent les nouveaux membres du conseil, Mayumi demande à Mizuki si elle aimerait les rejoindre en tant que nouvelle membre. Alors elle jette un coup d'œil à Tatsuya, qui lui fait alors signe d'accepter. Tout à coup, elle commence à expliquer à quel point Tatsuya est compétent et talentueux. Il essaie donc de l'arrêter, mais elle l'ignore et demande à Mayumi de lui donner une place au conseil à la place. Rin lui dit alors d'oublier ça, car ils n'ont jamais laissé une mauvaise herbe rejoindre le conseil, et ils ne vont certainement pas commencer maintenant. Ils ne vont pas changer la tradition pour eux deux. En entendant cela, Mizuki s'excuse d'avoir dépassé les limites et accepte le poste. Cependant, Mari rappelle soudainement à Mayumi qu'il reste encore une place libre au comité de discipline, et puisqu'il n'y a aucune règle concernant le type d'élèves autorisés à rejoindre, elle suggère d'attribuer cette place à Tatsuya. Mayumi accepte avec enthousiasme, mais Tatsuya leur demande de se calmer, parce qu'il ne sait même pas ce que fait le comité de discipline. Après que Mari lui ait expliqué qu'il punisse ou affronte essentiellement les élèves qui essaient d'utiliser leur magie illégalement, il lui rappelle qu'il n'a aucune compétence magique adaptée au combat. Mais elle lui dit de revenir après les cours pour qu'il puisse en discuter un peu plus. Peu de temps après, lui et Mizuki rejoignent Léo et les autres dans une salle d'entraînement magique pour évaluer leurs capacités, et après que Tatsuya se soit rendu compte qu'il a encore moins de contrôle qu'avant, il décide de refuser l'offre de Mari.
Après les cours, lui et Mizuki retournent dans la salle du conseil et Hanzo fait exprès de le traiter comme un moins que rien en ne saluant que Mizuki, avant de dire à Mari de ne pas laisser une mauvaise herbe comme Tatsuya les rejoindre. Mari le prévient immédiatement de ne pas discriminer un camarade étudiant. Et elle explique que tout l'intérêt d'élire Tatsuya est justement de mettre fin à l'idée que les étudiants de réserve soient traités comme des moins que rien. Malgré cela, Hanzo insiste pour ne pas laisser Tatsuya les rejoindre et essaie plutôt de convaincre Mayumi. Mais Mizuki lui explique alors que la seule raison pour laquelle Tatsuya n'a pas été accepté comme Bloom est que la méthode d'évaluation n'était pas compatible avec ses compétences. Elle affirme aussi que Tatsuya peut tout à fait se défendre face à un Bloom, mais Hanzo lui dit d'arrêter de raconter n'importe quoi, parce que, selon lui, c'est tout simplement impossible, étant donné que Tatsuya n'est même pas capable d'utiliser un CAD basique. L'instant d'après, Tatsuya retient Mizuki et défie Hanzo en duel. Dans une salle d'entraînement. Quelques minutes plus tard, il charge son pistolet magique et explique qu'il doit toujours porter des armes magiques puisqu'il peut utiliser un CAD, comme n'importe quel élève lambda. Après que Mari ait expliqué les règles, Hanzo est tout excité à l'idée de le battre et élabore un plan pour lancer une attaque éclair avec son CAD. Dès que Mari leur donne le signal, il active son CAD, mais Tatsuya devient soudainement aussi rapide que l'éclair et lui tire dans le dos en une fraction de seconde. Après que les filles aient adossé Hanzo contre un puits, Azusa demande à Tatsuya si son pistolet magique est une corne d'argent et Mayumi lui demande aussitôt si elle parle bien de la corne d'argent, fabriquée par Toru Silver, un ingénieur magique légendaire mais mystérieux, spécialisé dans la technologie à 4 feuilles. Alors qu'elle essaie désespérément de s'emparer du pistolet, Hanzo finit par se réveiller et admet qu'il avait tort de sous-estimer les capacités de Tatsuya. Cependant, après s'être excusé auprès de Miyuki, il s'en va sans adresser un mot de plus à Tatsuya. Quelques minutes plus tard, Mari ramène Tatsuya au bureau du conseil et s'excuse pour le désordre, mais il lui propose alors de l'aider à nettoyer, ajoutant qu'il déteste être dans un environnement aussi sale. En nettoyant, elle continue de lui expliquer son nouveau rôle au sein du comité disciplinaire. Et elle admet que cela sera extrêmement difficile puisqu'il devra affronter plusieurs aînés, qui détesteront forcément l'idée d'être dirigés par un étudiant de réserve. À ce moment-là, son frère et son ami reviennent de leur patrouille sur le campus pour lui faire un rapport, et après avoir remarqué la présence de Tatsuya, ils commencent à poser des questions. Mari leur dit alors de ne pas commettre l'erreur de le sous-estimer, car Hanzo a probablement encore du mal à se remettre de la commotion qu'il a reçue lors de leur duel plus tôt. En apprenant comment Tatsuya l'a vaincu, ils sont tous les deux choqués, car Hanzo était en fait invaincu depuis son arrivée à l'académie. Ils accueillent alors Tatsuya au sein du comité et disent qu'ils n'ont aucun problème à travailler avec lui tant qu'il fait correctement son travail. Plus tard dans la soirée, Miyuki demande à Tatsuya de reconfigurer son CAD, pour gérer des activations à grande vitesse, comme il l'a fait lors du duel contre Hanzo. Après qu'il ait accepté, elle se déshabille tranquillement juste devant lui. Mais il reste impassible, tout comme face à ses charmes étincelants. Les canons ne lui font ni chaud ni froid. Quelques minutes plus tard, elle sort de la chambre de configuration et plaque soudainement sa poitrine contre son dos, avant de lui demander s'il ne la trouve pas attirante. Après lui avoir aussi demandé s'il préfère parler à d'autres filles, elle lui attrape la main et se rapproche encore plus, alors il commence à lutter contre l'envie de dégainer son magnum. L'instant d'après, elle le tire hors du siège, mais au lieu de passer à l'action, elle appuie sur un bouton pour améliorer ses statistiques et s'excuse d'avoir exagéré. Le lendemain, Mari convoque tous les membres du comité de discipline pour une réunion. Après avoir présenté Tatsuya et Shin, qui se trouve aussi être un nouveau membre, elle les envoie patrouiller. Après avoir demandé la permission d'utiliser une partie du matériel du comité, Tatsuya prend 2 vieux modèles CADS. Mais en sortant, Shin lui dit d'arrêter de se la raconter, car il n'y a aucune chance qu'un loser comme lui puisse activer la magie avec 2 CADS. Quelques minutes plus tard, Tatsuya aperçoit un groupe de filles en train de littéralement arracher les vêtements d'Erika pour la forcer à rejoindre leur club, alors il active sa compétence de grande vitesse et l'emmène dans un endroit à l'écart. Cependant, il ne peut s'empêcher de mater sa poitrine parfaite, alors elle décide de le punir en le transformant en garde du corps personnel. Quelques minutes plus tard, elle l'emmène assister à un match d'entraînement ennuyeux entre membres du club de kendo. Mais la situation devient soudain intéressante lorsque Takaki, le chef du club de Kenjutsu, débarque avec ses gars pour prendre le contrôle du dojo. Après que Sayaka lui ait rappelé que le club de kendo a encore le dojo pour au moins 1 heure, Takaki la défie en duel et promet de ne pas utiliser de magie, alors Tatsuya décide de rester en retrait. Cependant, après que Sayaka ait facilement porté le premier coup, Takaki active son CAD et commence à l'attaquer, alors Tatsuya se précipite, plaque Takaki au sol et appelle des renforts. En voyant cela, les autres membres du club de Kenjutsu essaient de l'attaquer, alors ils commencent à affronter toute l'équipe.
pendant que la capitaine de Sayaka, Kino, l'empêche d'intervenir. Bien plus tard, Tatsuya se retrouve dans le bureau du conseil, expliquant en détail comment tout s'est passé, et après avoir dit que Takaki avait reconnu ses erreurs, Mari décide de le laisser partir avec un avertissement, avant de demander l'avis d'une véritable armoire à glace nommée Katsudo. Après avoir pris un moment pour y réfléchir, Katsudo décide lui aussi de laisser Takaki s'en tirer avec un avertissement. Mais Mari demande quand même à Tatsuya si Takaki était le seul à avoir utilisé la magie. Tatsuya se souvient alors que ses coéquipiers ont aussi activé leur CEDS pour l'attaquer, mais il décide finalement de garder ça pour lui. Quelques heures plus tard, lui et Miyuki retrouvent Tatsuya, avec le reste de la bande dans un restaurant pour dîner. Et après avoir reparlé de tout ce qui s'est passé, ils sont choqués que Tatsuya ait pu mettre à terre plusieurs élèves plus âgés tout seul. Miyuki profite alors de l'occasion pour vanter à quel point il est incroyable. Mais au lieu de simplement en parler, elle commence à se frotter contre lui. Du coup, Léo et les filles demandent s'ils sont vraiment frères et sœurs, histoire de pouvoir les dénoncer. Après que Miyuki ait décidé de garder les démonstrations d'affection pour plus tard, Léo demande à Tatsuya comment il a réellement empêché Takaki et le reste de son équipe d'activer leur CIDS. Parce que la seule technologie existante capable de faire ça n'est accessible qu'au personnel militaire de haut rang. Tatsuya explique alors qu'il a développé une technologie très similaire, mais leur demande de garder ça secret, parce qu'une telle information pourrait déstabiliser le pays si elle tombait entre de mauvaises mains. Le lendemain, Tetsuya reprend sa patrouille et est appelé pour arrêter une bagarre dans le gymnase. Mais en s'y rendant, il remarque une personne mystérieuse qui tente de l'attaquer et bloque l'activation de son CAD à la toute dernière seconde. Après que l'individu se soit enfui, il remarque quelque chose d'étrange concernant son uniforme, mais décide de garder ça pour lui. Bien plus tard, il retrouve Miyuki pour discuter, mais Sayaka surgit soudainement, le remercie pour l'autre jour, puis lui demande s'il a du temps pour traîner avec elle. Il lui demande alors de lui accorder quelques minutes. Elle lui dit donc de la retrouver au café et s'en va. Miyuki lui conseille alors de faire attention à la façon dont il gère sa nouvelle position, car les gens pourraient se ruer vers lui pour de mauvaises raisons s'il découvre un jour la vérité sur ses pouvoirs. Après avoir promis d'être beaucoup plus vigilant, Tetsuya se rend au café et retrouve Sayaka, qui le remercie à nouveau pour son aide et explique que les autres membres du comité de discipline auraient profité de l'incident pour marquer des points pour eux-mêmes. Lorsqu'elle lui demande soudain de rejoindre le club de kendo, il refuse et lui demande pourquoi elle essaie même de le recruter. Elle lui rappelle alors que l'académie base entièrement son classement et ses notes sur les élèves ayant une forte aptitude à la magie, ce qui oblige les étudiants de réserve comme eux à se tuer littéralement à la tâche pour maîtriser des compétences non magiques. Juste un peu de reconnaissance. Elle explique ensuite que tous les clubs non magiques ont décidé d'unir leurs forces pour s'opposer au système actuel. Il lui demande alors s'ils ont déjà un plan pour ce qui pourrait arriver après qu'il se soit opposé à l'organe de régulation de l'école au sein du conseil. Le lendemain, Mari commence à le taquiner à propos de sa discussion avec Sayaka, car apparemment des rumeurs ont circulé à son sujet, ce qui l'a fait rougir. En entendant cela, Miyuki perd son sang-froid et manque de transformer tout le bureau en iceberg. Mais Tatsuya parvient à la calmer avant d'expliquer la conversation qu'ils ont eue. Après avoir écouté, Mayumi admet qu'il est possible que certains membres du comité abusent de leur pouvoir, mais elle dit que la principale raison pour laquelle les élèves en sont convaincus, c'est parce que quelqu'un les manipule en secret. À ce moment-là, Tatsuya lui dit que le manipulateur pourrait travailler pour Ange, une organisation anti-magie déterminée à mettre fin à l'utilisation de la magie dans la société. Cela surprend Mayumi, car les informations sur Ange sont hautement confidentielles, alors Tatsuya décide de laisser planer le doute. Bien plus tard, il entre à l'infirmerie pour rencontrer l'infirmière Bubble Jug, qui lui dit alors qu'elle veut simplement lui poser quelques questions, pour un projet d'enquête auprès des élèves. Après quelques minutes de discussion, il se lève pour partir, mais elle lui demande soudainement si Sayaka lui a vraiment proposé un rendez-vous. Il lui dit alors d'arrêter d'écouter les rumeurs, mais elle propose d'ailleurs de l'aider s'il rencontre un jour des problèmes avec Sayaka. Plus tard dans la soirée, il ouvre un dossier sur Blanche pour le montrer à Miyuki et lui parle de l'étudiant suspect parce qu'il portait un bracelet, similaire aux membres d'Eagle, une sous-organisation travaillant en étroite collaboration avec Ange, pour infiltrer l'académie. Après avoir expliqué que Blanche vise à stopper complètement l'utilisation de la magie, en somme, à déstabiliser l'économie du pays. Il lui dit de ne pas trop s'en faire car les 10 clans maîtres feront certainement des efforts pour les arrêter. Cependant, il la prévient aussi que cela pourrait les amener tous les deux à être de nouveau impliqués dans la famille Yotsuba. Au café, quelques jours plus tard, Tatsuya retrouve Sayaka pour discuter de son plan visant à s'opposer à la discrimination envers les étudiants de réserve. Et après qu'elle lui ait expliqué à quel point l'école est injuste, il lui rappelle qu'en réalité, l'école interdit toute forme de discrimination entre les élèves.
Lorsqu'elle lui demande s'il apprécie l'état actuel de l'académie, il admet qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, mais il précise que ce sont surtout leurs camarades qui enfreignent le règlement de l'école pour se manquer de respect entre eux. Après avoir dit qu'il ne partageait pas sa haine du système scolaire, il retourne en classe. Seulement pour entendre cela, un groupe d'activistes contre la discrimination vient tout juste de prendre le contrôle du système de diffusion. Il se précipite immédiatement et retrouve le reste du conseil des élèves. Ceux-ci expliquent alors qu'ils se sont enfermés à l'intérieur après avoir coupé l'alimentation électrique et exigé un traitement équitable pour chaque élève, quel que soit son niveau d'aptitude magique. Après que chacun ait donné son avis sur la marche à suivre, Tatsuya décide d'aller demander à Katsudo, puisqu'il est le président de tous les clubs et activités extrascolaires. Katsudo décide alors de négocier, puisqu'ils n'ont pas commis de crime méritant une réponse violente. En entendant cela, Tatsuya appelle Sayaka et lui garantit sa liberté, s'ils ouvrent la porte et acceptent de négocier. Cependant, après qu'elle ait accepté et ouvert la porte, il l'arrête immédiatement. Elle essaie donc d'attaquer Tatsuya. Mais Katsudo lui dit de ne pas s'inquiéter car ils vont quand même avoir la négociation. L'instant d'après, Mayumi décide de les libérer et demande à Sayaka de la suivre dehors afin qu'elle puisse discuter des détails de la négociation. Le lendemain matin, Mayumi aperçoit Tatsuya et Miyuki qui l'attendent. Et après qu'il lui ait demandé ce qui s'est passé avec Sayaka, elle explique comment cela s'est déroulé. Ils ont tous accepté d'organiser un débat public à ce sujet devant toute l'école. Quelques instants plus tard, Tetsuya voit Mizuki en pleine dispute avec Kino, alors il se précipite pour s'assurer qu'elle va bien. Quelques heures plus tard, lui et Miyuki retrouvent son entraîneur de ninjutsu, Yakumo, qui leur dit alors qu'il a déjà mené des recherches sur Tino, parce que sa famille n'est pas très nette. Il s'avère que le grand frère de Kino, Hajime, supervise toutes les opérations de Blanche au Japon, ce qui expliquerait pourquoi Tino a été inscrit à l'académie. Pendant qu'ils continuent d'en discuter, Sayaka et le reste de ses amis apprentis criminels reçoivent des bagues spéciales de la part de Hajime pour le débat. Le lendemain, tous les élèves se rassemblent dans la salle d'événements pour le débat, et après que plusieurs représentants des élèves de réserve soient montés sur scène pour parler de l'incompétence et de la cruauté du système actuel, Mayumi prend la parole et admet que la discrimination atteint un niveau record à l'académie. Cependant, elle prend soin d'expliquer son plan pour y mettre fin, et finit par conquérir tout le monde. Soudain, des explosions retentissent juste à l'extérieur de la salle, alors Tatsuya et les autres commencent à arrêter les membres de la coalition de Sayaka. Cependant, plusieurs groupes de malfrats masqués ouvrent soudainement le feu à différents endroits de l'académie, alors Tatsuya et Miyuki décident d'aller enquêter sur le site de la dernière explosion. En arrivant sur place, ils voient que Léo et Erika ont déjà commencé à passer à tabac les terroristes qu'ils ont trouvés, alors ils décident de faire équipe pour neutraliser les autres. Cependant, l'infirmière Megamlon débarque soudainement pour leur dire quelque chose. Les terroristes qui font exploser des trucs ne font que détourner leur attention de la véritable unité terroriste qui se trouve actuellement à la bibliothèque en train de voler des données. Elle leur apprend aussi que Sayaka fait partie du groupe et demande à Tatsuya d'être indulgent avec elle, parce qu'elle a été perdue quant à sa place dans la vie au cours de l'année écoulée, et elle est simplement tombée dans leur piège. Tatsuya lui dit alors de garder son histoire triste pour quelqu'un que ça intéresse vraiment et part en courant vers la bibliothèque, suivi par Miyuki et les autres. En chemin, il tombe sur un autre groupe de terroristes. Du coup, Léo décide de mettre à profit son bras de soldat de l'hiver version magasin discount. Alors qu'il commence à encaisser plusieurs attaques, Erika s'inquiète un peu et demande si son CAD peut vraiment suivre face à autant d'attaques. Mais Tatsuya lui dit de ne pas s'en faire. Quelques instants plus tard, il entre dans le bâtiment de la bibliothèque. Et après que Tatsuya ait deviné où se cachent tous les terroristes, Erika part devant pour ouvrir la voie. Pendant ce temps, Sayaka, qui aide actuellement son unité à voler des données, commence à douter de sa décision de rejoindre le mauvais camp. À ce moment-là, Miyuki utilise ses pouvoirs pour faire sauter la porte et Tatsuya détruit rapidement le cube de stockage qu'ils utilisaient pour conserver toutes les données volées. L'un d'eux tente aussitôt de tirer, mais Miyuki le transforme en glaçon. Alors Tatsuya s'approche de Sayaka et lui dit qu'il ne faisait que l'utiliser parce qu'elle n'avait pas développé assez de matière grise pour penser par elle-même. En entendant cela, Sayaka s'énerve et lui dit d'arrêter de faire comme s'il était au-dessus des autres, au-dessus de la discrimination que subissent les élèves, mauvaise herbe, à l'académie. Elle ajoute même qu'il devrait avoir la vie encore plus dure, car sa petite sœur est un prodige reconnu par tous les élèves de l'académie, alors que lui est traité comme une ordure, rien que pour respirer le même air qu'eux. C'est alors que Miyuki explique qu'elle n'a jamais regardé Tatsuya de haut, à cause de son manque de talent magique, parce qu'il est bien plus qu'un simple magicien de bas niveau. Elle poursuit en disant à Sayaka que la seule raison pour laquelle elle a mal tourné, c'est qu'elle n'a jamais pris le temps de construire sa confiance en elle et en ses compétences.
Cela pousse Sayaka à commencer à douter, mais ses complices terroristes lancent soudainement une bombe fumigène, alors elle utilise une bague de brouillage pour empêcher Miyuki et Tatsuya d'attaquer. Cependant, Tatsuya les neutralise quand même, et après que Miyuki se rend compte que Sayaka s'est échappée, il lui dit de ne pas s'inquiéter car Erika s'occupera sûrement d'elle. Quelques secondes plus tard, Erika empêche Sayaka de partir et la défie en duel à l'épée. Sayaka accepte, pensant que ses années d'entraînement lui donnent un avantage. Mais Erika lui inflige une raclée humiliante qui laisse la samouraï en herbe sans voix. Pendant ce temps, Kino, qui avait aussi tenté de s'échapper, se fait capturer par Katero et Midori. Bien plus tard, Sayaka se réveille à l'infirmerie et décide de raconter à tout le monde comment elle a commencé à basculer du côté obscur. Apparemment, Kino recrutait des membres du club de kendo il y a quelque temps et comme il prétendait surtout lutter contre la discrimination des élèves, elle a décidé de le soutenir. Cependant, ce qui a renforcé sa détermination à combattre le système scolaire actuel, c'est le jour où Marie a refusé de s'entraîner avec elle simplement parce qu'elle était élève suppléante. En entendant cela, Marie affirme qu'elle n'a jamais jugé Sayaka en fonction de son statut ou de ses capacités magiques. En réalité, elle avait juste peur d'affronter la seule fille qui avait consacré toute sa vie à devenir maître de kendo. Cela fait fondre Sayaka en larmes lorsqu'elle réalise que toute la haine qu'elle ressentait n'était qu'un simple malentendu. Après que Tatsuya lui ait laissé utiliser sa chemise comme serviette, il décide d'aller chercher les autres membres de Ange qui se sont échappés. Alors Léo et les filles proposent de le suivre. Mais Miyuki lui demande s'il a la moindre idée de comment il pourrait réellement les retrouver. Tatsuya ouvre alors la porte pour révéler l'infirmière Méga Melon qui écoutait aux portes depuis le début. Après qu'elle leur ait expliqué où trouver l'usine abandonnée que Ange utilise comme planque, Takaki demande à Katsudo la permission de les accompagner parce qu'il veut arrêter le type louche qui a fait perdre sa flamme à Sayaka. En route vers l'usine, quelques minutes plus tard, Tatsuya dit à Léo et Erika de garder leur voie de sortie dégagée et de capturer tout membre de Ange qui tenterait de s'échapper. Pendant que Takaki et Katsudo s'occupent de la sortie arrière à leur arrivée, lui et Miyuki se précipitent dans l'usine. Il utilise rapidement sa compétence de vision élémentaire pour repérer où se trouvent Hajime et ses sbires. Dès qu'il entre dans la pièce, Hajime demande à Tatsuya de se joindre à eux, mais il refuse, alors Hajime tente d'utiliser une compétence hypnotique pour prendre le contrôle de son esprit. Malheureusement, les cellules cérébrales de Tetsuya ne sont pas aussi inutiles que celles de Sayaka, donc il résiste et Hajime décide de prendre la fuite, puisque sa seule compétence utile vient d'être rendue inutile. Après que Tetsuya a utilisé sa corne d'argent pour détruire les armes que ses sbires utilisaient, Miyuki lui dit d'aller arrêter Hajime et commence aussitôt à transformer les sbires en esquimaux humains. Quelques instants plus tard, Tetsuya rattrape Hajime et tente de le capturer à nouveau. Mais il se retrouve encerclé par une autre unité de sbires, tous équipés de dispositifs de brouillage pour neutraliser son CAD. Cependant, Tetsuya reconnaît facilement les dispositifs et cite le nom du sponsor de Hajime, ce qui le fait presque se pisser dessus de peur. Après que Tetsuya ait facilement mis ses sbires hors d'état de nuire, Takaki découpe la porte et demande qui est cette mauviette à faible taux de testostérone. Dès que Tetsuya mentionne le nom de Hajime, Takaki fonce et lui tranche le bras pour avoir trompé Sayaka. Heureusement, Katsudo intervient et utilise une compétence de soin pour arrêter l'hémorragie avant que les flics n'arrivent pour arrêter Hajime et ses sbires inutiles. Le lendemain, Tatsuya rend visite à Sayaka à l'hôpital et elle explique qu'ils ont décidé de la garder encore quelques jours pour s'assurer que Hajime n'a pas trafiqué d'autres de ses souvenirs, avec sa compétence d'hypnose. Après avoir dit que Kino avait aussi été admise, Tatsuya explique comment l'école a décidé de ne pas la garder quelques jours de plus, pour prendre des mesures strictes contre les élèves impliqués, car cela remettrait en question leur crédibilité en tant que meilleure académie de magie du pays. Quelques jours plus tard, il revient avec Miyuki et Erika pour la féliciter de sa sortie, seulement pour apprendre que Takaki a passé les derniers jours à la draguer. Ils finissent par décider d'interrompre et de féliciter Sayaka pour avoir retrouvé ses esprits, mais son père prend alors Tatsuya à part pour le remercier de l'avoir sauvé, quand il refuse d'en prendre le mérite. Le père de Sayaka dit à Tatsuya qu'il s'attendait déjà à cette réponse, car le major, qui se trouve être un vieil ami, lui a déjà expliqué quel genre de personne est Tatsuya. Tatsuya est choqué et un peu effrayé d'entendre cela, mais le père de Sayaka lui dit de ne pas s'inquiéter et lui promet de ne révéler à personne qui il est vraiment. Peu après, ils s'en vont tous et laissent les tourtereaux passer plus de temps ensemble. Pendant ce temps, dans la 3e académie de magie du pays, un élève nommé Masaki vient de terminer son entraînement quotidien. Il se dirige donc vers le bain, tandis qu'un ami nommé Shinkaru le cherche dans la salle de bain. Quelques minutes plus tard, Shinkaru lui explique ce qui s'est passé à l'académie. Mais Masaki reste impassible et affirme qu'il est impossible que quelqu'un ait été blessé, parce que les élèves de la première académie sont en gros des assassins en uniforme.
Cependant, Shinkaru insiste sur le fait qu'aucun d'eux ne ferait le poids face à Masaki, qui est connu de tous sous le nom de Prince Cramoisi. Quelques nuits plus tard, Miyuki commence une séance d'entraînement tardive avec le maître Yakumo, mais Tatsuya remarque soudainement une présence tapie dans l'ombre. Alors qu'il se prépare à attaquer, l'infirmière Megamlon sort de sa cachette et s'excuse de les avoir surpris. Après que Yakumo ait révélé qu'elle était en réalité son élève, Ono demande à Miyuki si elle va participer au tournoi des 9 écoles entre l'académie et les écoles de magie les mieux classées du pays. Miyuki répond alors que oui, et explique en plus qu'elle participe à 2 d'entre eux, ce qui impressionne Ono. Cependant, Tatsuya reste obsédé par la raison pour laquelle Ono a soudainement décidé de se montrer, alors Yakumo explique qu'elle est une fric infiltrée et la supplie de garder son secret. Après avoir accepté, Tatsuya dit qu'elle doit partager toute information qu'elle obtiendra sur des groupes terroristes comme Ange, ce à quoi elle pense également. Le lendemain, à l'école, la classe de Tetsuya affronte une autre classe lors d'un match de football magique. Et après leur victoire, un gars nommé Mickey s'approche pour leur parler. Quand ils commencent à parler d'Erika et demandent comment ils font pour la supporter, ils sentent qu'il a une sorte de relation avec elle. Et essaie de lui poser des questions à ce sujet. Mais Erika arrive alors et affirme qu'ils sont en fait amis de longue date. L'instant d'après, il remarque son short et lui demande pourquoi elle est habillée comme si elle travaillait chez Outer. Elle essaie alors de défendre ses choix vestimentaires, mais Léo insiste en disant qu'elle ressemble à une modèle OnlyFans ratée. Du coup, elle passe sa colère sur ses bijoux de famille. Pendant le déjeuner, quelques heures plus tard, Mayumi leur annonce que les athlètes qui représenteront l'académie au tournoi ont été sélectionnés, mais elle précise aussi qu'il manque d'ingénieurs assez compétents pour travailler sur les CADS. Azusa propose alors d'ajouter Tatsuya à l'équipe, mais il refuse aussitôt. Il explique que les élèves Bloom de l'équipe détesteront forcément l'idée de travailler avec lui. Cependant, lorsque Miyuki déclare qu'elle ne rejoindra pas l'équipe s'il n'en fait pas partie, il accepte. Bien plus tard, Mayumi convoque tout le monde de l'équipe pour une réunion. Et, comme prévu, la plupart lui demandent de renvoyer Tatsuya, même après qu'elle leur ait assuré qu'il est le meilleur pour analyser les CADS. Pour régler ça, Katsuto propose de laisser Tatsuya faire un petit test avec son CUD. Mais Mayumi décide de le faire elle-même, puisqu'elle est celle qui l'a ajouté à l'équipe. Finalement, ils acceptent de le laisser travailler sur le CAD de Takaki. Mais ensuite, des détracteurs commencent à se moquer de Tatsuya parce qu'il choisit d'utiliser un clavier au lieu d'une compétence magique. Quelques instants plus tard, Takaki teste le CAD. Pour prouver à quel point Tatsuya est doué, et alors que tout le monde continue de le détester, un gars nommé Kei reconnaît tout de même le talent de Tatsuya. Finalement, après coup, Anzo admet lui aussi que Tatsuya est un génie. La plupart d'entre eux acceptent alors de travailler avec lui. Plus tard dans la soirée, le maire Kazama appelle Tatsuya, qui, en réalité, s'avère être un officier militaire de haut rang. Après lui avoir annoncé qu'un appareil appelé le troisième œil a été terminé, Kazama lui demande de venir à la base pour travailler dessus. Il met ensuite Tatsuya en garde à propos du tournoi à venir, car lui et le père de Sayaka ont mené leur petite enquête. Et ils ont découvert qu'un syndicat international du crime appelé le Noël de Dragon a des gens qui ciblent le tournoi. Tôt le lendemain matin, Tatsuya et Miyuki se rendent au centre de développement FLT et reçoivent un accueil royal de la part de tout le monde, avant que le chef de l'établissement ne s'adresse à Tatsuya. Pour ne pas agir de manière aussi formelle puisqu'il était autrefois leur patron, le célèbre et mondialement connu Toru Silver. Tatsuya lui montre ensuite un prototype d'appareil volant qu'il vient de développer, alors le chef ordonne à certains employés du laboratoire de faire un test dessus. Après, Tatsuya les remercie de les avoir aidés avec les tests, mais en sortant, lui et Miyuki rencontrent leur père et l'adaptation Disney d'Alfred, qu'ils appellent habituellement M. Ayaki. Ayaki salue ensuite Miyuki, mais ignore complètement Tatsuya. Et quand elle lui demande pourquoi, il explique à quel point ce serait insultant de saluer un garde du corps glorifié comme Tatsuya. En entendant cela, Miyuki perd son sang-froid et essaie de transformer le vieux bonhomme en bloc de glace, mais Tatsuya l'empêche de libérer sa part de Sub-Zero et rappelle à Ayaki que sa mère était l'ancienne chef du clan Yotsuba, ce qui signifie qu'il l'insulte indirectement. À ce moment-là, leur père, qui était resté muet jusque-là, dit à Tatsuya de ne pas parler de sa mère de cette façon. Mais Tatsuya emmène tranquillement Miyuki dehors et dit que ce n'est pas lui qui l'a manqué de respect en premier lieu. À l'école, quelques heures plus tard, Tatsuya et les autres athlètes sont présentés devant les élèves avant que Miyuki n'épingle leur badge. Ensuite, Tatsuya retrouve les athlètes féminines de première année pour discuter de leur programme d'entraînement et de son rôle dans l'équipe. Quelques jours avant le tournoi, Mizuki décide d'assister à la séance d'entraînement de Tatsuya avec les athlètes. Mais elle perçoit soudainement une puissante signature magique et enlève ses lunettes pour en trouver la source.
Après avoir réalisé qu'il s'agit de Mitty, elle s'approche, mais il prend peur et perd le contrôle des esprits qu'il avait invoqués. Heureusement, Tatsuya intervient et profite de l'occasion pour récolter de l'aura avant de demander à Miki s'il utilisait de la magie ancienne. Après qu'il ait répondu oui, Tatsuya demande à Mizuko de décrire les esprits et après qu'elle ait expliqué, Miki s'approche d'elle et dit « Elle possède des yeux de cristal, ce qui signifie qu'elle fait partie des rares utilisateurs de magie capables de voir la véritable nature des esprits. » Cela amène Tatsuya à réaliser qu'elle a bien plus de valeur qu'il ne le pensait au départ. Mais ils conviennent tous les deux de garder cela secret afin qu'elle ne soit pas forcée d'utiliser ses capacités à des fins égoïstes. Quelques jours plus tard, tous les athlètes sélectionnés se rendent sur le lieu du tournoi en bus. Mais en chemin, un conducteur au hasard perd soudainement le contrôle de sa voiture lorsqu'un de ses pneus éclate. Alors que sa voiture fonce en tonneau vers le bus, tout le monde commence à activer son CAD pour l'arrêter. Mari et Mayumi leur disent immédiatement d'arrêter, car activer leur CAD en même temps ne ferait que provoquer un effet de brouillage pour tout le monde. Mari demande alors à Katsuto de ralentir la voiture, tandis que Miyuki décide d'éteindre le feu. Au moment où elle éteint les flammes, Katsuto crée une barrière pour empêcher la voiture de percuter le bus. Quelques minutes plus tard, la police arrive pour inspecter les lieux et leur permet de se rendre à leur hôtel. En descendant du bus, Anzo dit à Takaki qu'il se sent mal d'avoir été complètement inutile. Takaki lui répond alors que toutes les situations ne nécessitent pas d'agir, mais Anzo insiste en disant qu'il aurait pu faire quelque chose pour aider. Au lieu de rester assis comme un lâche sans courage, à laisser Yuki tout gérer. En entendant cela, Takaki lui dit de ne pas se flageller car les frères et sœurs Shiba ne sont pas des élèves ordinaires. Pendant ce temps, Tatsuya et Miyuki, qui ignorent qu'ils sont à nouveau le sujet principal de conversation, discutent de ce qui s'est réellement passé lors de l'accident. Tatsuya lui explique que le conducteur avait en réalité utilisé 3 sorts de haut niveau conçus pour dissimuler la présence de Sion après leur lancème, car la collision avait été truquée pour ressembler à un accident. Cela inquiète Miyuki pour sa sécurité, même si elle peut aussi canaliser sa propre Elsa intérieure et rester en sécurité. Même si le cerveau surdéveloppé de Tatsuya peut être limité dans les situations où il faut réagir en une fraction de seconde, lorsqu'il entre dans le hall de l'hôtel quelques minutes plus tard, Miyuki aperçoit Erika et s'arrête pour lui parler. Tatsuya décide alors de les laisser seuls puisqu'il a une réunion avec les autres ingénieurs et dès qu'il s'en va, Mizuki arrive à son tour. Pendant le banquet de bienvenue, quelques heures plus tard, 2 filles nommées Anoka et Shizuku s'approchent de Miyuki pour lui dire que les autres athlètes veulent passer du temps avec elle. Elles expliquent en plus qu'elles n'ont rien dit plus tôt parce qu'elle est restée collée à Tatsuya comme de la superglue. C'est alors que Kanon et Ka arrivent aussi et les traitent d'idiotes d'éviter Tatsuya, après que Ka ait fait remarquer que la seule raison pour laquelle elle l'évite, c'est juste pour préserver leur fierté inutile d'élève Bloom. Tatsuya suggère à Miyuki d'aller discuter avec les autres élèves. Miyuki finit par accepter, et alors qu'elle la force presque à parler avec les autres filles, Masaki devient obsédée et perd la tête devant sa beauté. Shinkiru révèle alors tout ce qu'il sait sur Miyuki pour aider son ami en manque d'amour à se sentir un peu mieux. Bien plus tard, un intervenant attire leur attention sur la scène et présente le président de l'association de magie. Mais une femme à l'apparence simple monte sur scène, ce qui surprend Tatsuya car il peut sentir le président qui dissimule sa présence derrière la femme. Après s'être enfin dévoilé, il adresse un signe de tête à Tatsuya avant de leur dire que seules 5 personnes avaient perçu sa présence avant qu'il ne se montre. Il enchaîne ensuite avec un discours sur les avantages qu'il y aurait à ce que chacun fasse des efforts supplémentaires pour améliorer ses compétences. Plus tard dans la nuit, Miki essaie de s'entraîner à la magie d'invocation, mais remarque soudainement des individus suspects rôder dans les parages. Après avoir pris une seconde pour rassembler son courage, il se précipite vers eux et leur lance 3 cartes Bakugan bas de gamme. Ils s'en rendent compte et essaient de l'envoyer à Tpatre, mais leurs armes se brisent soudainement. L'instant d'après, les cartes de Miki les frappent avec de puissants courants, mais après qu'il se soit évanoui, il essaie de comprendre qui les a désarmés. Soudain, Tetsuya sort, se prenant pour le grand méchant loup de Disney Junior, et dit qu'il a aussi remarqué quelque chose de louche en rentrant il y a quelques minutes. Il va ensuite vérifier l'état des intrus et félicite Miki de les avoir neutralisés sans causer de gros dégâts. Cependant, Miki refuse de croire qu'il mérite tous ces compliments, parce qu'il serait devenu du gruyère si Tatsuya n'avait pas désarmé les sbires à la dernière seconde. Tatsuya lui dit alors de se donner un peu de crédit, parce qu'il faut beaucoup de courage pour qu'un timide peureux comme lui prenne l'initiative. Il donne ensuite à Miki quelques conseils pour améliorer l'efficacité de ses sorts avant de lui demander d'avertir la sécurité au sujet des intrus. Le lendemain, la compétition commence enfin, avec comme première épreuve les qualifications féminines du Battleboard auquel Mari participe. Dès le début du match, l'une des concurrentes essaie de ralentir les autres en éclaboussant de l'eau, mais Mari, qui se trouve être une ancienne hippie, surfe facilement sur les vagues.
Alors qu'elle continue, Tatsuya remarque qu'elle utilise la magie pour rester stable sur la planche, tout en activant jusqu'à 4 sorts en même temps. Pendant qu'il explique sa stratégie aux autres, elle franchit la ligne d'arrivée, assurant la première victoire pour l'académie. Ensuite, Tetsuya retrouve Kazama et un groupe d'officiers de haut rang pour discuter des intrus qu'il a arrêtés avec Miki la nuit précédente. Kazama confirme que ces hommes font partie du syndicat Noël Dragon. Il évoque l'autre nuit et dit qu'ils n'ont pas encore découvert les raisons de leur présence dans la région. Cependant, il lui conseille de rester prudent car il soupçonne que le syndicat vise toujours le tournoi. Quelques heures plus tard, Tatsuya rejoint tout le monde à l'arène pour regarder Mayumi participer à une épreuve de tir de vitesse et comme prévu, elle bat facilement ses adversaires, assurant ainsi la deuxième victoire de l'académie. Après une nouvelle journée marquée par de multiples victoires dans les compétitions féminines, Tatsuya, Kenan, Kei et Shizuku se rendent sous la tente d'ingénierie où Suzin leur annonce que leurs chances de finir meilleures au classement général sont très minces car ils perdent surtout les épreuves masculines. Quelques heures plus tard, Tetsuya retourne dans sa chambre avec un colis du chef de FLT. Mais Miyuki et le reste du groupe arrivent alors pour passer du temps avec lui. Erika remarque rapidement le colis, après l'avoir ouvert, elle demande s'il s'agit d'un nouveau type de CAD. Tetsuya confirme que c'est le cas, puis le lance à Léo pour qu'il puisse l'essayer. Quelques minutes plus tard, ils arrivent dans une salle d'entraînement derrière l'hôtel. Mais après que Léo ait activé le nouveau CAD, il se détache. Tatsuya explique alors comment il peut toujours fonctionner comme une épée même en étant détaché. Léo s'empresse alors de détruire une série de mannequins d'entraînement innocents. Le lendemain, le tournoi se poursuit avec l'épreuve féminine de Battleboard. Cependant, contrairement à la dernière fois, une concurrente accélère trop et percute Marie, ce qui la fait perdre le contrôle de sa planche et s'écraser sur le trottoir. Heureusement, les médecins parviennent à soigner toutes les blessures graves, mais Maru se retrouve sur la touche pour le prochain concours car elle a besoin d'au moins 10 jours pour se rétablir. Marie demande alors des nouvelles de la concurrente qui l'a percutée et Mayumi lui explique qu'elle n'a subi que des blessures légères. Cependant, elle dit aussi à Marie qu'il soupçonne un acte malveillant car quelqu'un a probablement utilisé la magie pour lui faire perdre l'équilibre. Cela pousse Marie à se rappeler que l'eau semblait soudainement changer de direction juste avant qu'elle ne tombe de la planche. Mayumi lui dit alors de ne pas s'en préoccuper car Tatsuya a déjà mis la main sur certaines images. Bien plus tard, Tatsuya termine de visionner la vidéo dans sa chambre d'hôtel et annonce à tout le monde que tout cela était un plan pour s'assurer que Marie soit éjectée de sa planche. Il affiche ensuite une simulation du parcours et leur montre l'endroit où l'accident s'est produit avant d'expliquer que tous les concurrents savent qu'ils doivent ralentir en approchant de ce virage. Mais pour une raison inconnue, la fille décide d'accélérer, ce qui signifie probablement que son CAD a été piraté pour accélérer au lieu de ralentir. Quand tout le monde demande qui aurait pu faire une telle chose, Tetsuya répond que cela devait être l'un des membres du staff, mais Miyuki refuse d'y croire, parce que chaque école garde ses CAD soigneusement verrouillés en permanence. Ils sont soigneusement enfermés à tout moment. Tatsuya insiste tout de même sur le fait que cela devait être un membre du staff, car à un moment donné pendant le tournoi, tous les CAD sont remis au personnel du tournoi pour être gardés en sécurité. Plus tard dans la soirée, ils sont tous les deux convoqués à une réunion où l'on demande à Miyuki de remplacer Marie dans le concours de Mirage Bas. Miyuki refuse d'abord, disant qu'elle n'est pas à la hauteur pour prendre la place de Marie. Mais Marie la rassure en lui disant qu'elle a suffisamment de talent pour y arriver. Lors de l'épreuve de tir de vitesse pour les débutants le lendemain, Shizuku utilise toute l'arène comme zone d'activation magique grâce à son CAD, ce qui lui permet de toucher les cibles avec précision. En voyant cela, Mayumi et les autres restent figés de stupeur, ne s'attendant pas à ce que les compétences d'ingénierie de Tatsuya soient aussi impressionnantes. Quelques jours plus tard, Tatsuya retrouve Shizuku pour effectuer un contrôle rapide sur son CAD. À nouveau, et elle promet de faire en sorte que tout le monde reconnaisse son talent en remportant une nouvelle victoire. Quelques minutes plus tard à peine, elle réduit ses adversaires en bouillie sur le sol, alors Mayumi lance un regard appuyé à Tatsuya pour avoir utilisé sa méga mine afin de mettre à jour le site de Shizuku. Cependant, il refuse de s'attribuer le moindre mérite pour leur avoir pratiquement offert la victoire, alors Suzien leur annonce que le conseil de l'université de magie prévoit déjà d'adopter la technique finale de Shizuku dans leur répertoire. Malgré cela, Tatsuya refuse de s'attribuer le mérite de son travail et leur demande de ne pas mentionner son nom en tant que concepteur. Pendant ce temps, les coéquipiers de Masaki se retrouvent pour discuter de leurs échecs, pas si surprenant que ça jusqu'à présent. Après que Masaki ait fait remarquer que la première académie ne gagne que grâce à l'ingénieur mystérieux qui travaille sur leur CAD, ils décident de découvrir qui il est. Plus tard, Onoka supplie Tatsuya de faire sa magie sur son CAD.
pour un événement de combat, mais il refuse car cela reviendrait à dévaloriser le travail d'Azusa. Cependant, il propose de l'aider avec sa stratégie à la place. Grâce à cela, elle parvient en fait à décrocher la victoire et dès qu'elle franchit la ligne, elle court vers Tatsuya et le remercie en pleurant à chaudes larmes, parce qu'elle n'avait en réalité jamais gagné un seul match. À peu près au même moment, les dirigeants du syndicat Noël Dragon se réunissent pour discuter du tournoi et conviennent qu'ils doivent trouver un moyen de s'assurer que l'école de Masaki remporte le tournoi. Pour y parvenir, ils décident de prendre les choses un peu plus au sérieux en sabotant chaque élève de la première académie. Le lendemain, Shizuku participe à l'épreuve de Rookie PR Break et bat facilement son adversaire une fois de plus, grâce à l'aide de Tatsuya. Ensuite, Miyuki entre elle aussi dans l'arène pour son match de PR Break et décroche une nouvelle victoire pour la première académie. Au cours d'un festin tard dans la nuit, quelques heures plus tard, Tatsuya se retrouve entouré par un groupe de fans admiratifs qui n'arrêtent pas de le complimenter et de s'extasier sur ses exploits. Et ce, malgré tous ses efforts pour éviter leur reconnaissance. En voyant tout cela, Shin se met en colère et quitte la pièce furieusement. Ses amis le suivent alors pour lui demander pourquoi il est contrarié. Il leur fait alors promettre de gagner le match de Monolith Code sans l'aide de Tatsuya, juste pour prouver que les élèves Bloom sont meilleurs que des mauvaises herbes inutiles comme lui. Le lendemain, Tatsuya et Miyuki croisent Musaki et Shinkaru sur le chemin de l'arène. Et Tatsuya leur demande immédiatement s'ils ont quelque chose à dire, puisqu'il bloque son passage. Shinkiru admet alors qu'il était simplement curieux de rencontrer le génie ingénieur derrière la plupart des victoires de la première académie. Après que Miyuki soit parti se préparer pour son match, Tatsuya remarque le regard étrange de Masaki qui essaie de profiter de la beauté de Miyuki, alors il leur dit de se concentrer sur leur prochain match avant de partir. Cependant, Shinkiru dit à Tatsuya qu'ils vont participer à un match de Monolith Code. Alors Tatsuya leur souhaite bonne chance et dit qu'il n'y participera pas. Bien plus tard, Tatsuya se retrouve dans sa chambre, se rappelant comment Masaki a rejoint l'armée il y a 3 ans et a utilisé une magie de rupture pour brutaliser les envahisseurs de l'Union soviétique, ce qui lui a valu le surnom de Prince Cramoisi. C'est à cause de cela. Shinkaru est devenu un prodige de la nouvelle génération et son cerveau de superordinateur lui a permis d'identifier l'un des codes cardinaux qui était au départ considéré comme purement théorique. En réalisant que tous les deux forment la combinaison parfaite, Tatsuya commence à s'inquiéter pour Shin et ses camarades tête brûlée qui vont devoir les affronter lors du match de Monolith Code. Le lendemain, Tatsuya arrive sous la tente d'ingénierie pour apprendre que l'équipe de Shin a été ensevelie après l'effondrement d'un vieux bâtiment pendant le match. Après avoir expliqué comment tout s'est passé, Shizuku refuse de croire qu'il ne s'agissait que d'un accident, mais Mayumi lui dit de ne pas faire de suppositions puisqu'elles n'ont aucune preuve pour étayer ses propos. Tetsuya demande alors comment va l'équipe et après qu'on lui ait dit qu'ils reçoivent déjà des soins à l'hôpital, Mayumi prend Tetsuya à part et lui demande si l'équipe de leur école est délibérément prise pour cible. Après y avoir réfléchi, Tetsuya décide de tout lui révéler à propos du syndicat des Noël Dragons et des actions qu'il mène pendant le tournoi. Mais cela fait prendre conscience à Mayumi que Tatsuya est impliqué dans quelque chose de dangereux, alors elle lui conseille d'être prudent. Pendant ce temps, les dirigeants des Noël Dragons entament une nouvelle réunion et se réjouissent d'annoncer le succès de leur dernier complot, avant d'affirmer que la First Academy n'aura pas d'autre choix que de se retirer du tournoi lors du match Rookie Mirage prévu le lendemain. Azusa surprend une conversation entre certains ingénieurs d'autres écoles. Ils disent que la séquence CAD utilisée par les athlètes de la First Academy ressemble à celle du légendaire Toru Silver. Ces neurones habituellement en veille font immédiatement le lien, la laissant pétrifiée de stupeur en réalisant que le Toru Silver était devant elle depuis le début. Plus tard, Tatsuya est convoqué à une réunion par Mayumi, qui lui demande alors s'il peut participer au match Rookie du Monolith Code. Maintenant qu'ils n'ont plus d'équipe. Tatsuya refuse immédiatement, disant que les autres athlètes ne seraient pas contents si un étudiant de réserve les représentait. Cependant, Katsudo lui dit d'arrêter d'utiliser l'excuse d'être un étudiant de réserve pour se retirer du match alors qu'ils savent tous qu'il est assez fort pour gagner. Cela pousse Tatsuya à changer d'avis, mais il n'accepte qu'à la condition que Léo et Miki soient ses coéquipiers. Quelques heures plus tard, Tatsuya informe les garçons de leur nouveau rôle et les rassure en leur disant que tout ira bien, puisqu'il sera celui qui ajustera leur diaz. Il leur donne aussi un cours accéléré sur les règles du jeu et élabore une formation pour s'assurer qu'ils gagnent. Le lendemain, la nouvelle équipe participe à son premier match, alors Tatsuya décide de montrer quelques-unes de ses capacités. Il fonce vers les canons monolithes de l'équipe adverse et immobilise facilement son adversaire avant de le désarmer et de déverrouiller leur monolithe. Cependant, au lieu de saisir les codes, il commence à chercher d'autres adversaires car il n'y a qu'une quantité limitée de choses que le grand taureau d'argent peut gérer en plein combat.
Pendant ce temps, Léo vient d'éliminer le garçon qui a essayé de le prendre par surprise et de déverrouiller le monolithe. Au même moment, Mickey libère des ondes de Sion qui laissent le dernier adversaire étourdi et désorienté, offrant ainsi une ouverture à Tatsuya, qui l'utilise ensuite pour le mettre KO. Après le match, tout le monde commence à acclamer la victoire sans faute de Tatsuya. Masaki en profite donc pour demander à Shinkoru s'il a trouvé quelque chose d'intéressant. Shinkoru dit alors que Tatsuya a de bonnes compétences en combat, mais qu'il a encore du mal avec la magie de base, ce qui signifie qu'ils ont en réalité un avantage sur lui. Il rassure ensuite Masaki en lui disant qu'ils gagneront tant qu'ils éviteront tous les pièges de Tatsuya dans l'arène. Quelques jours plus tard, l'infirmière Megamon remet un colis à Tatsuya de la part du maître Yakumo. Mais avant qu'elle ne parte, Tatsuya lui demande de découvrir où se trouve la base du Noël Dragon. Le lendemain, Tatsuya donne à Léo et Mickey des robes imprégnées de cercles magiques pour augmenter l'effet de leurs compétences pendant le match. Après qu'il leur a expliqué comment il pouvait les utiliser contre Masaki, Mayumi s'inquiète et demande à Tatsuya s'il est vraiment capable d'affronter le prince cramoisi. Anzo demande aussi s'il a une stratégie spéciale en tête, alors Tatsuya leur rappelle que Masaki a une obsession pour lui. Et il dit qu'il compte le forcer à se battre au corps à corps. En entendant cela, Taikaki lui rappelle que l'usage de la force physique est interdit, mais Tetsuya les rassure en affirmant que son plan fonctionnera. Quelques minutes plus tard, ils entrent tous dans l'arène pour le match, et tandis que Léo est gêné par les robes et demande à Tetsuya pourquoi il n'a pas pu concevoir quelque chose de moins humiliant, Masaki dit à Shinkaru de ne pas s'inquiéter car ses balles peuvent tout traverser. À ce moment-là, le président de l'association de magie rejoint les autres officiels dans la loge d'observation, et lorsqu'on lui demande pourquoi, il répond qu'un des étudiants a éveillé sa curiosité. L'instant d'après, le buzzer retentit, alors Masaki et Tatsuya commencent immédiatement à lancer des sorts pour tenter de se vaincre mutuellement. Malgré cela, ils se retrouvent à égalité et continuent d'enchaîner les sorts jusqu'à ce qu'un des sorts de Masaki s'approche suffisamment pour causer de sérieux dégâts. Tetsuya se retire immédiatement. Et il utilise sa compétence d'observation pour détecter où les sorts de Masaki vont apparaître. Shinkiru tente alors une percée vers le monolithe. Léo et Mickey mentent la garde, mais lorsqu'il essaie d'utiliser sa balle invisible, Léo bloque sa ligne de mire avec la cape qui se transforme en bouclier. Mickey l'attaque alors avec un autre sort, donc Shinkiru saute rapidement sur le côté pour l'éviter. L'instant d'après, Mickey utilise son jutsu de clonage pour embrouiller Shinkiru, offrant ainsi une ouverture à Léo pour attaquer. Mais avant qu'il ne puisse porter un coup, Masaki lui tire dessus. Mickey essaie de riposter, mais Shinkaru active une compétence de gravité pour le clouer au sol. Alors Masaki décide de se concentrer à nouveau sur Tatsuya et lance immédiatement un sort pour le ralentir, mais il y met accidentellement trop de puissance et panique en voyant Tatsuya s'effondrer. Cependant, Tatsuya avait déjà activé une compétence de restauration auparavant, alors il attend que son corps se régénère avant de s'approcher de Masaki. Et il libère une compétence puissante qui manque de faire imploser l'arène. Dans la salle de contrôle, Mayumi exige de savoir comment, bon sang, Tatsuya a survécu à l'attaque de Masaki. Katsudo explique donc que la maîtrise du ninjutsu par Tatsuya lui confère clairement une capacité surnaturelle à résister à des sorts puissants. Pendant ce temps, Shinkaru panique en réalisant que Masaki a bel et bien été vaincu, mais il parvient tout de même à bloquer une attaque de Mickey. Cependant, le sort s'avère un peu trop puissant. Il tente donc de s'échapper et subit le même sort que Masaki. Le dernier membre de leur équipe décide alors de redorer l'honneur de leur école. Mais Léo bloque son attaque et met rapidement son cerveau en mode veille, assurant ainsi une nouvelle victoire pour la première académie. Peu de temps après, les hauts responsables de Noël Dragon apprennent la défaite humiliante de Masaki et décident de forcer les athlètes de la première académie à abandonner le jeu du Mirage Bas. Le jour du match, l'une des athlètes perd soudainement le contrôle du CID et s'écrase, tandis que l'équipe médicale se précipite pour l'évacuer. Mizuki appelle Tatsuya pour lui dire qu'elle a remarqué un bug soudain juste avant l'accident. Après avoir raccroché, Tatsuya dit à Miyuki de se préparer pour son match, mais il récupère ensuite son CD et l'apporte au staff du tournoi pour un contrôle de routine. L'instant d'après, il remarque qu'on vient d'installer quelque chose de suspect et l'attrape immédiatement pour comprendre de quoi il s'agit. Le président entend tout ce remue-ménage et se précipite pour demander ce qui s'est passé. Tatsuya lui explique alors ses soupçons. Le président examine alors de près le CAD, avant de dire qu'il a été infecté par un programme appelé Golden Electron Silkworm. Il explique en outre que ce programme possède une séquence d'activation différée, ce qui provoque un dysfonctionnement des CAD. Il ordonne alors l'arrestation du membre du staff. Quelques heures plus tard, Tetsuya regarde avec fierté Miyuki dominer le match et sortir victorieuse à la fin des premiers et deuxièmes tours.
Peu après, les hauts responsables des Noeds apprennent que leur plan de sabotage du jeu a encore échoué et, complètement hors d'eux, ils conviennent que la seule solution est de faire annuler le tournoi. Pour s'assurer que ce plan réussisse, ils envoient à l'arène des humains génétiquement modifiés, appelés générateurs. Cependant, lorsque les cyborgs de pacotille tentent d'attaquer, des agents militaires spéciaux interviennent et les neutralisent. Le lendemain, Miyuki participe à la finale du Mirage Bas et est surprise de voir que des athlètes d'autres académies commencent à utiliser sa séquence de sorts de vol. En voyant cela, Tetsuya explique à Mayumi que le comité lui a demandé de soumettre le CID de Miyuki, pour l'examiner après ce qui s'est passé la veille. Il ajoute qu'ils ont probablement divulgué la séquence du sort de vol pour donner un avantage aux autres élèves, mais précise qu'il n'est pas inquiet puisque Miyuki la maîtrise parfaitement. Comme prévu, Miyuki tient plus longtemps que les autres athlètes et remporte une nouvelle victoire. Alors qu'ils fêtent tous cela plus tard dans la soirée, Tatsuya retrouve Ono, qui lui donne alors les coordonnées de la base des Noël Dragons, ainsi qu'une liste de tous les membres les plus importants. Après son départ, il monte dans une autre voiture avec Kayuko et lui indique le chemin vers la planque. Pendant ce temps, le président du comité de la magie vient tout juste de rencontrer Kazama pour parler de Tatsuya, parce qu'il estime qu'il gaspille ses talents dans des événements sans intérêt comme le tournoi. Il suggère en outre de former une alliance entre Tatsuya et Masaki, affirmant qu'ensemble, ils deviendraient une force irrésistible, un atout crucial pour le développement du secteur magique du pays. Après y avoir réfléchi, Kazama lui répond que les talents de Tatsuya sont utilisés de la meilleure façon possible. Il affirme aussi que Masaki n'est qu'un débutant comparé au légendaire Toru Silver. Cependant, il se rend compte que le président s'inquiète surtout de la loyauté de Tatsuya puisqu'il est lié au clan Yotsuba. Kazama le rassure donc en lui disant que Tatsuya ne trahirait jamais l'armée. À ce moment-là, les chefs du syndicat Noed Dragon viennent d'apprendre que Tatsuya est la raison de leurs échecs successifs. Mais comme ils ne savent pas à quoi il ressemble, ils ne savent pas quoi faire ensuite et sont déconcertés. C'est alors que l'un de leurs gardes du corps se fait abattre par Tatsuya, qui se trouve en réalité dans un autre bâtiment, loin d'eux. Après que toutes les lumières de la pièce se soient soudainement éteintes, Tatsuya les appelle. Et il leur dit qu'il va se venger de tout ce qu'ils ont fait à ses coéquipiers. L'instant d'après, il abat un autre garde, alors tout le monde se précipite pour se mettre à l'abri et demande au générateur de localiser Tatsuya après qu'ils aient indiqué sa position. Un hippopotame à moitié humain essaie de tirer et finit avec une balle dans l'œil. Il ordonne alors au générateur de partir à la poursuite de Tatsuya, mais ils lui répondent qu'ils ne peuvent pas, ce qui fait que tout le monde comprend. Tatsuya a également bloqué toutes les communications à l'intérieur et à l'extérieur de la pièce, espérant qu'il les épargnera. L'un des hommes promet à Tatsuya qu'il parlera à leur patron et le convaincra de retirer leur organisation du Japon pour toujours. Tatsuya demande alors le nom de leur patron, et après que l'homme lui ait expliqué que leur patron est connu du public sous le nom de son Gongming, Tatsuya le remercie, avant de tous les envoyer rejoindre le seigneur. Le lendemain, Tatsuya retrouve Kazama et les officiers qui ont vaincu les générateurs venus dans l'arène pour demander pourquoi. Le syndicat est considéré comme un haut risque. Il lui explique ensuite que le syndicat est aussi un fournisseur de boosters de sorcellerie et précise que ces boosters sont des dispositifs d'amplification magique fabriqués à partir des cerveaux de magiciens décédés. Au même moment, Katsudo rencontre Mayumi dans la salle de conférence avant son match de Monolith et elle lui confie que les 10 clans maîtres se sentent menacés par la puissance de Tatsuya, en tant que représentante des clans. Elle affirme qu'elle n'a rien contre Tatsuya puisqu'il a prouvé qu'il était quelqu'un de bien, mais elle regrette aussi qu'il ne possède pas le sang d'un des clans, car ainsi il n'essaierait pas de l'attaquer. Katsudo lui dit alors de ne pas s'inquiéter et promet de protéger Tatsuya si jamais cela devait arriver. Après leur conversation, il domine son match et rétablit la première académie comme la meilleure institution magique du pays. Après la cérémonie de remise des prix, les athlètes assistent au banquet final. Et alors que tout le monde fête la victoire, Tatsuya aperçoit Masaki en train de parler avec Miyuki et s'empresse d'aller les interrompre. Cela pousse Masaki à demander s'ils sont liés, et après que Tatsuya ait répondu oui, il commence à se sentir un peu mieux, parce qu'il pensait au départ qu'il était en couple. Après s'être moqué de lui, Tatsuya demande à Miyuki de danser avec lui, et pendant qu'il danse, Inuko s'approche de Tatsuya, espérant qu'il comprendra le message et l'invitera à danser. Malheureusement, le fait d'avoir un cerveau qui ne comprend que le code binaire l'empêche de saisir l'allusion jusqu'à ce qu'Erika le lui dise. Finalement, il finit aussi par danser avec quelques autres filles de leur équipe. Et lorsqu'il décide enfin de faire une pause avec les filles, Katsudo lui demande de lui parler. Dans le jardin, quelques instants plus tard, Katsudo demande à Tatsuya s'il fait partie des 10 clans maîtres et lorsqu'il le nie, Katsudo lui suggère de les rejoindre en épousant Mayumi. Tatsuya répond immédiatement qu'il est bien trop jeune pour penser au mariage, mais Katsudo lui dit de bien réfléchir avant de prendre une décision.
Il rappelle en outre à Tatsuya qu'il a vaincu Masaki, qui est le prochain chef des 10 clans maîtres, et dit qu'il est impossible qu'il le laisse circuler librement après ça. Après le départ de Katsudo, Miyuki arrive pour demander de quoi il parlait, mais Tatsuya affirme que ce n'était rien d'important, alors elle lui propose une danse. Quelques nuits plus tard, les officiers Shiba et Inagaki se précipitent sur le quai pour intercepter un navire transportant des criminels recherchés. Mais après avoir utilisé leur siadé pour combattre les hommes armés postés sur les docks, ils se feraient un chemin jusqu'au navire, seulement pour découvrir que leurs cibles se sont déjà échappées. Peu après, 2 hommes nommés Lulishen pénètrent dans une installation secrète et remercient un fambo nommé Gongbin pour son aide avant d'entrer à l'intérieur. Le lendemain à l'académie, Miyuki trouve Tetsuya dans la salle d'études, complètement absorbée par des recherches, alors elle lui demande si c'est quelque chose d'important. Il lui rappelle alors combien de temps il lui a fallu rien que pour maîtriser la séquence de vol qu'il avait installée pendant le match, et dit qu'il cherche un moyen de stocker des séquences. Ainsi, il n'aurait plus à se soucier d'activer plusieurs sorts compliqués lors de combats intenses. Après avoir expliqué comment la pierre philosophale pourrait facilement résoudre ce problème, Tetsuya demande à Miyuki pourquoi elle est venue le chercher en premier lieu. Alors elle lui dit que Suzune souhaite avoir une réunion avec lui. Quelques minutes plus tard, Tatsuya retrouve Suzune et Kazuo, qui lui expliquent alors qu'un concours de thèse entre les académies de magie va bientôt avoir lieu. Kazuo lui demande alors s'il accepterait de rejoindre l'équipe de l'école, mais comme d'habitude, Tatsuya demande pourquoi ils veulent que ce soit lui alors qu'il y a sûrement d'autres élèves qui se sont entraînés spécialement pour ce concours. Suzune explique alors qu'ils n'ont tout simplement pas la capacité de traitement intellectuel pour atteindre le niveau de recherche que Tatsuya réalise de son côté. Voyant que ces belles paroles ne fonctionnent pas, elle avoue à Tatsuya qu'ils basent en réalité leur thèse sur ses recherches récentes, alors il accepte de participer car cela pourrait l'aider à obtenir des informations plus rapidement. Quelques heures plus tard, Tatsuya et Miyuki retrouvent le reste du groupe pour un repas en fin d'après-midi et après qu'il leur ait parlé de sa rencontre avec Suzune, Miki lui dit de prendre ça au sérieux car gagner le concours de thèse signifierait que ses recherches seraient reconnues par le comité national et intégrées à l'index de la magie. Tatsuya répond alors qu'il a déjà accepté puisque la thèse est liée à ses recherches sur le stockage des séquences magiques, alors il lui souhaite bonne chance. Bien plus tard, lui et Miyuki rentrent à la maison et rencontrent une blonde plantureuse nommée Sayuri. Miyuki propose aussitôt de commencer le dîner et promet de porter ce qu'il veut pendant qu'elle cuisine, mais Tatsuya lui dit de se détendre et de mettre ce qu'elle veut. Il s'assoit alors avec Sayuri et lui demande ce qu'elle veut, mais elle commence par demander s'ils la détestent toujours tous les deux. Après lui avoir rappelé que leur père s'est remarié seulement 6 mois après la mort de leur mère, il lui dit de ne pas attendre d'hospitalité de la part de Miyuki avant de lui redemander la vraie raison de sa venue. Elle lui montre alors une relique extrêmement rare et lui demande d'abandonner l'école pour venir poursuivre ses recherches au laboratoire. Après avoir reconnu que la relique a vraiment de la valeur, Tatsuya refuse de quitter l'école et explique qu'il est le seul capable de garantir la sécurité de Miyuki. Il propose alors d'emmener la gemme dans un des laboratoires secondaires pour que les scientifiques là-bas l'examinent, mais cela met Sayuri en colère, elle arrache la boîte et quitte la pièce furieuse. Tatsuya dit alors à Miyuki de fermer la porte à clé et de rester à l'intérieur pendant qu'il va s'assurer que la tête brûlée de Sayuri ne lui attire pas d'ennui. Quelques instants plus tard, il enfourche une moto et commence à la poursuivre sur l'autoroute, mais elle se fait soudainement intercepter par une camionnette suspecte. L'instant d'après, 2 sbires sortent du véhicule et essaient de l'envoyer à Tpatre, mais Tatsuya bloque leur CAD et les met tous les deux hors d'état de nuire. Cependant, alors qu'il essaie de vérifier l'état de Sayuri, un sniper lui tire une balle en plein torse, mais Tatsuya utilise rapidement la magie de restauration pour se soigner avant de localiser le tireur. Après avoir neutralisé le sniper, il rentre chez lui et explique toute l'histoire à Kazama, qui promet alors de mener sa petite enquête pour découvrir qui a engagé le tireur. Quelques minutes plus tard, Miyuki lui sert du thé et en profite pour exhiber sa robe avant de lui demander comment s'est passée sa conversation avec Sayuri. Tatsuya sort alors la boîte et lui montre la relique, avant d'expliquer que cela pourrait être la clé pour comprendre comment stocker des séquences magiques. Cependant, il précise que Sayuri voulait qu'il trouve un moyen de la dupliquer afin que des soldats dépourvus de magie puissent facilement activer des sorts grâce à un équipement spécialisé. Pendant qu'ils continuent d'en discuter, Shen réunit une équipe de hackers dans une planque secrète pour infiltrer l'association des magiciens, et après avoir appris que la tentative de récupérer la relique a échoué, il ordonne à lui de la récupérer, quoi qu'il en coûte. Quelques nuits plus tard, Tatsuya se retrouve plongé dans une féroce bataille informatique alors qu'un hacker tente de voler des fichiers précieux de ses systèmes. Il parvient finalement à bloquer le hacker,
Mais le lendemain à l'école, il se précipite dans le bureau d'Ono pour lui demander de l'aide afin de retrouver l'auteur de l'attaque. Après qu'elle lui ait expliqué qu'une telle tâche est trop difficile même pour elle, il lui demande si elle sait quelque chose à propos de l'organisation qui échange récemment des documents magiques classifiés, mais elle refuse d'entrer dans les détails, alors il se rend au bureau du conseil pour parler avec Kei. Bien plus tard, Tatsuya sort d'un magasin et remarque soudain que quelqu'un le suit, il en informe Kanon et Kei, et Kanon se met aussitôt à poursuivre les élèves. Elle lance une grenade incapacitante pour s'échapper, mais Kanon déploie alors son CAD. À ce moment-là, Tatsuya brouille le dispositif pour donner à Kei l'occasion de bloquer la moto de la fille avec sa magie de gravité, mais elle allume les moteurs fusées et parvient à s'enfuir. Après qu'elle ait finalement été récupérée dans une camionnette sombre, Shen demande à ses hackers où ils en sont avec la relique, il lui parle alors de Tatsuya et Miyuki, car ce sont les seuls liés à Sayuri qui auraient pu voir la relique. Il décide alors d'ajouter l'académie à leur liste de cibles et ordonne à lui d'éliminer toute autre personne suspecte qui pourrait entraver leur mission. Le lendemain à l'école, Mizuki raconte à Tatsuya et aux autres qu'elle a remarqué une présence suspecte qui les suivait, et Miki explique aussi que les esprits autour de l'académie semblent tous contrariés par quelque chose. Quelques heures plus tard, ils se retrouvent dans un café pour déjeuner, et tandis que Kayoko engage la conversation avec Shina et Inagaki, Erika et Léo trouvent soudain des excuses pour sortir. Dès qu'ils sortent du café, Erika dit au harceleur d'arrêter de se cacher. Un homme nommé Jiro sort alors de sa cachette et se retrouve immédiatement encerclé par eux deux. Après que Léo lui ait dit que Miki avait déjà dressé une barrière pour l'empêcher de s'enfuir, il se met soudain à les attaquer et manque d'envoyer Léo aux urgences, mais ils parviennent tout de même à le maîtriser et exigent de savoir ce qu'il veut. Jiro promet alors de coopérer et affirme qu'il n'est même pas l'ennemi, alors Léo le relâche et lui demande pourquoi il les surveillait. Après avoir dit qu'il est un agent de l'Ouest, Jiro explique que plusieurs organisations de l'Est ciblent l'académie pour voler des informations magiques précieuses, ce qui pourrait leur donner assez de puissance militaire pour devenir une véritable menace. Il ajoute que sa mission consiste simplement à s'assurer qu'aucune de ces informations ne soit divulguée, puis il sort soudainement une arme et leur ordonne de désactiver la barrière. N'ayant pas d'autre choix, il demande à Miki de la désactiver, alors Jiro les avertit de rester prudents même dans l'enceinte de l'école avant de lancer une bombe fumigène et de s'enfuir. À ce moment-là, Kyuko remarque ce qui vient de se passer, alors elle retourne à sa voiture pour effacer les images de sécurité. Pendant ce temps, Jiro s'arrête soudainement dans une ruelle car quelqu'un le suit également. L'instant d'après, Lou s'approche et lui brise le bras d'un geste désinvolte avant de lui transpercer la poitrine et d'enflammer son corps. Quelques jours plus tard, Tatsuya parvient à faire fonctionner un dispositif à plasma avec l'aide de Suzune. Mais alors que tout le monde regarde avec admiration, Sayaka aperçoit Chiaki et se lance immédiatement à sa poursuite. Quelques minutes plus tard, Chiaki cesse de courir et décide de lui faire face. Alors Sayaka demande des informations sur l'appareil de décryptage de mots de passe qu'elle tient en main, avant de dire qu'elle sait déjà ce que ça fait de travailler pour une organisation d'espionnage. Elle dit ensuite à Chiaki d'arrêter de travailler pour eux pour sa propre sécurité, mais Chiaki répond qu'elle a déjà accepté les risques. Sayaka décide alors de la capturer, mais Chiaki lance une cartouche de gaz lacrymogène pour les retenir. L'instant d'après, Léo fonce et la plaque au sol avant de se rendre compte qu'il a mis un peu trop de force. Quelques minutes plus tard, il l'emmène à l'infirmerie après que Kanon ait demandé à l'infirmière Bubble Melon, enfin Asuka, de veiller sur elle. Il retourne à l'orbe de plasma. À ce moment-là, Kanon aperçoit Sekimoto en train de crier sur Erika et Léo, alors elle demande à Tatsuya ce qui se passe et il lui explique que Sekimoto a apparemment un problème avec le fait qu'il traîne au lieu de patrouiller. Après qu'elle ait convaincu Erika et Léo de faire une pause, Sekimoto essaie soudainement d'accéder aux données de l'orbe, mais Suzune l'éteint et lui demande pourquoi il s'y intéresse tout à coup. Pendant ce temps, Kanon et Kei viennent tout juste de revenir à l'infirmerie. Après avoir aidé Asuka à ramener Chiaki sur le lit, il lui demande ce qu'elle faisait près de l'orbe. Chiaki avoue alors qu'elle voulait réécrire le programme pour faire payer Tatsuya pour ce qu'il a fait à sa sœur. En entendant cela, ils comprennent qu'elle parle de Koharu et expliquent qu'ils sont tous responsables, mais Chiaki insiste sur le fait que Tatsuya aurait pu faire quelque chose grâce à ses capacités. Alors qu'il continue de lui parler, Erika, qui se trouve actuellement en voiture avec Léo, lui dit qu'ils doivent travailler à perfectionner son atout, car il est évident qu'il y a un plan bien plus dangereux derrière les actions de Chiaki. Le lendemain, pendant le déjeuner, les filles remarquent qu'ils ont tous les deux séché les cours et commencent à lancer des rumeurs sur toutes les choses bizarres qu'ils pourraient bien faire, mais Tatsuya leur dit que Léo est très probablement en train de se faire passer à tabac comme jamais. À peu près au même moment, Léo essaie d'entrer dans le bain du dojo d'Erika et finit par voir plus de choses
qu'un puceau ne peut en supporter. Du coup, elle l'attaque avant qu'ils ne passent tous les deux le reste de la journée à perfectionner son atout. Pendant ce temps, Kotatsu commence à entraîner Miki et un tas d'autres élèves pour assurer la sécurité pendant la compétition de thèse. Quelques jours plus tard, Tatsuya et Miyuki rendent visite au maître Yakumo pour discuter de la relique et après qu'il leur ait dit de la garder en sécurité en permanence, Tatsuya décide de la transporter en FLT. Cependant, en route, quelques heures plus tard, il remarque qu'un familier les suit et décide d'accélérer le pas car utiliser ses pouvoirs en public pourrait attirer une attention indésirable. Une fois arrivé au laboratoire FLT, il voit tout le monde travailler frénétiquement pour empêcher un groupe de hackers de pénétrer dans le système après avoir réussi à mettre en place un pare-feu impénétrable. Tatsuya neutralise le familier, alors Shen décide d'arrêter de cibler FLT car il n'y a aucune chance que Tatsuya laisse la relique là-bas. Il demande alors à Lou d'aller s'occuper de Chiaki avant que Gongjin n'arrive à l'hôpital, afin qu'il n'ait pas à s'inquiéter d'une fuite d'informations précieuses. Bien plus tard, Tatsuya retourne à l'école avec Miyuki et décide d'aller travailler un peu dans le laboratoire de robotique, alors Miyuki rentre à l'intérieur pour l'attendre. En entrant, il rencontre Pixie, un générateur chargé de sécuriser le laboratoire, et après avoir été vérifié, il entre dans la salle d'opération pour commencer à travailler. Cependant, il sent soudain une odeur de gaz soporifique et ordonne immédiatement à Pixie d'activer le système de ventilation. Quelques minutes plus tard, Sekimoto entre dans le laboratoire et tente de voler toutes les données, mais Kanon allume les lumières et explique que Tatsuya faisait seulement semblant de l'attraper. Sekimoto essaie alors de se frayer un chemin en se battant, mais ils le mettent facilement hors d'état de nuire. Tôt le lendemain matin, Marie arrive à l'hôpital où Chiaki a été admise, accompagnée de son béguin, Shiba. Alors qu'elle essaie de lui expliquer ce qui s'est passé, Gongjin aperçoit Lou se dirigeant vers la chambre de Chiaki et déclenche l'alarme. Shiba se précipite aussitôt pour l'arrêter et parvient à le retenir malgré de graves blessures. Heureusement, Marie arrive à temps pour le soutenir, alors Lou saute par-dessus le rebord, glisse le long du lustre et s'enfuit. Plus tard dans la soirée, Shen lui dit de se concentrer plutôt sur Sekimoto, car il est plus susceptible de révéler des informations sur leur opération. Cependant, lorsqu'il se présente à l'hôpital le lendemain, il tombe sur Marie, Tatsuya et Maru. Il fonce alors, pensant pouvoir tous les affronter en même temps, mais Tatsuya le ramène vite à la réalité en lui implosant les entrailles avant que Marie ne lui déboîte les deux épaules. Plus tard dans la soirée, Tatsuya passe un coup de fil à Kyuko pour lui expliquer la situation actuelle. Après en avoir discuté, il décide de faire une sieste sur le canapé. Cependant, Miyuki a soudain l'idée lumineuse de lui voler un baiser, mais il se réveille au dernier moment, alors elle s'enfuit se cacher dans sa chambre. Tatsuya entre alors quelques minutes plus tard et s'excuse de l'avoir inquiété au lieu de la menacer d'appeler la police. Quelques nuits plus tard, Shen retrouve Gongjin pour le remercier de tout ce qu'il a fait pour aider l'organisation jusqu'à présent. Après que Gongjin lui ait dit de ne pas s'en faire, Shen lui demande de l'aide pour faire sortir Lou de garde à vue et Gongjin accepte sans hésiter. Cependant, il dit ensuite à Shen de ne pas mêler ses affaires à Chinatown. Shen prend donc un moment pour réfléchir et explique qu'il ne peut pas vraiment le promettre, car la branche du Kanto de l'association de magie, ainsi que le centre de congrès où se tiendra la compétition de thèse, sont tous deux proches de Chinatown. Le lendemain à l'académie, Tatsuya et le reste du groupe discutent des moyens de transport et de la sécurité, puisque la compétition de thèse doit commencer le lendemain. À peu près au même moment, Suzune arrive à l'hôpital avec Anzo pour rendre visite à Chiaki, qui est toujours furieuse de ne pas avoir pu donner une leçon à Tatsuya. Suzune lui dit alors d'arrêter d'attendre une quelconque reconnaissance ou des excuses de la part de Tatsuya, car il est bien trop fier pour accorder de l'attention à une fille comme elle. Elle rappelle ensuite à Chiaki qu'il a été le meilleur élève aux examens d'entrée, avant de révéler également que Chiaki est arrivé en deuxième position. Cela surprend Chiaki, mais le vrai choc survient lorsque Suzune lui dit qu'elle peut en réalité dépasser Tatsuya avec le temps, car il a toujours eu du mal avec le matériel, alors qu'elle préfère justement ça. Après lui avoir souhaité un prompt rétablissement et lui avoir dit d'essayer de venir à la convention, elle repart avec Anzo et avoue qu'elle n'a dit tout ça que pour que Chiaki puisse canaliser sa haine dans quelque chose de constructif. Plus tard dans la soirée, Kyuko sort avec Shiba et après lui avoir retourné le cerveau avec quelques mots doux, elle lui demande de venir à la convention avec une petite unité d'officiers au cas où il se passerait quelque chose. Le lendemain, des élèves de toutes les académies de magie commencent à affluer dans le centre de convention et il ne faut pas longtemps avant que Tatsuya et Miyuki tombent sur Masaki, qui redevient immédiatement un vrai fanboy dès qu'elle lui dit bonjour. Pendant que tout le monde continue de préparer la compétition, Kyoko apprend l'existence de Luz et commence
commence aussitôt à contacter des responsables militaires pour demander une protection supplémentaire pour le centre de convention. Quelques heures plus tard, Suzune-Nake monte sur scène pour la toute première présentation et en seulement quelques minutes, elle laisse le public bouche bée grâce à leurs recherches révolutionnaires sur de nouvelles méthodes de synthèse de la technologie magique. Après la présentation, Shunkiro retrouve Tatsuya dans la salle arrière et le félicite d'avoir réussi à comprendre les réactions complexes et les séquences nécessaires pour donner vie au projet. Tatsuya est également impressionné par le fait qu'il puisse lire toutes les données aussi facilement. Mais alors qu'ils se complimentent tour à tour, une explosion folle secoue soudainement le centre. À ce moment-là, Shiba se précipite vers sa voiture et appelle Inagaki pour obtenir une mise à jour sur la situation. Et après avoir appris qu'ils ne savent même pas encore combien d'assaillants ou d'organisations sont impliqués, il appelle son père pour demander un soutien supplémentaire. Pendant ce temps, Miyuki, elle aussi choquée par l'explosion, court vers Tatsuya pour lui demander s'il sait d'où elle provient. Mais alors qu'il prend un instant pour réfléchir, un groupe de terroristes fait irruption avec des armes anti-magie et les empêche d'utiliser leur CAD. Cependant, après qu'un des terroristes ait remarqué que Tatsuya refusait d'obéir, il tire. Mais Tatsuya attrape la balle avec désinvolture et la réduit en poussière. Après avoir attrapé quelques balles de plus, il tranche calmement le bras de l'homme et reste impassible pendant que Miyuki nettoie le sang sur son uniforme. En voyant cela, les autres élèves retrouvent les balles et maîtrisent les terroristes, tandis que Tatsuya et les autres discutent de la suite des opérations. Après avoir convenu qu'ils doivent s'occuper des autres terroristes présents dans l'établissement, Tatsuya essaie de les guider vers la sortie. Mais Shunkiro l'arrête et exige de savoir comment il a pu utiliser une technique aussi puissante pour attraper plusieurs balles supersoniques. Pour éviter d'attirer davantage l'attention, Tatsuya lui répond qu'il n'a pas de temps à perdre dans un débat stérile et quitte la pièce brusquement. Quelques instants plus tard, Mayumi se rend compte que tout le monde est encore effrayé, alors elle demande à Azusa de les aider à se détendre puisqu'elle va devenir la nouvelle présidente du conseil. Azusa utilise alors une puissante technique d'apaisement pour réduire la tension dans la salle. Une fois le calme revenu, Mayumi monte sur scène pour expliquer la situation actuelle et annonce que leur seule option est d'essayer de fuir les combats en passant par un tunnel sous le centre. À ce moment-là, Tatsuya et les autres viennent de retrouver le reste des terroristes, mais il empêche alors Léo de foncer droit dans une rafale de balles anti-magie et combine ses pouvoirs avec ceux de Miyuki pour geler toutes leurs balles. L'instant d'après, il fonce et commence à transformer des hommes adultes en peinture murale sous les yeux choqués de tous. Après que Miyuki les nettoyait à nouveau, il se rend compte que les filles ont été un peu effrayées par tout ce sang, alors il s'excuse d'avoir été un peu plus brutal que d'habitude. Shizuku propose alors de monter à la salle de conférence pour élaborer un nouveau plan, mais Tatsuya suggère de d'abord retrouver leur modèle de démonstration pour la présentation afin qu'ils ne tombent pas entre de mauvaises mains. Cependant, en arrivant, il tombe sur Sayumi, Katsuko et tous les autres qui sont déjà en train d'effacer toutes les données précieuses. À ce moment-là, Tatsuya leur dit que faire passer tous les autres élèves par le tunnel était peut-être une erreur, car ils pourraient tomber sur d'autres terroristes et se retrouver sans issue. En entendant cela, Katsuto envoie Takaki et un groupe d'autres combattants l'aider à l'évacuation, tandis que le reste monte à la salle de conférence pour élaborer un plan. Quelques minutes plus tard, Kyoko arrive avec Kazama, qui dit alors à Tatsuya qu'il doit se joindre au combat car ils font face à des menaces d'envergure nationale. Tout le monde, sauf Miyuki, est choqué d'entendre cela, alors Tatsuya leur dit d'écouter tout ce que Kyoko dira avant de se tourner pour partir. À ce moment-là, Miyuki l'arrête et le fait mettre un genou à terre avant de libérer ses véritables pouvoirs et de lui souhaiter bonne chance. Quelques minutes plus tard, les camarades de classe de Masaki se mettent à l'abri alors que les terroristes déchaînent une pluie ininterrompue de balles. Alors ils commencent à faire exploser les soldats humains comme des ballons d'eau, sous le regard choqué de ses camarades de classe. Au même moment, Katsuto retrouve Kayoko et lui demande une voiture pour pouvoir se rendre à la branche Konop, mais elle décide de faire encore mieux et ordonne à certains de ses hommes de partir avec lui. À ce moment-là, Azusa et les autres élèves viennent d'apercevoir la porte de l'abri anti-bombe, alors elle court devant pour l'ouvrir. Mais une explosion ennemie fait soudain sauter le sol au-dessus d'eux. Heureusement, Kazuo parvient à retenir les débris, ce qui permet à tout le monde de se précipiter dans l'abri pendant que Shiba retrouve Erika pour lui remettre un CAD spécial en vue du combat à venir. Quelques minutes plus tard, Tatsuya arrive dans le laboratoire FLT avec Kazama. Après avoir écouté toutes les améliorations apportées à sa combinaison volante, il enfile et commence aussitôt à abattre les drones ennemis. À ce moment-là, Masaki vient tout juste de neutraliser les soldats ennemis qui attaquaient ses camarades. Mais après que tout le monde soit monté dans un bus d'évacuation, il dit à Shinkaru de partir avec eux car il compte lui aussi se rendre à la branche du Kanto. Après plusieurs minutes de carnage, l'un des soldats de Kazama montre à Tatsuya le sorcery booster qu'ils ont trouvé dans un char ennemi, prouvant ainsi qu'ils se battent contre l'alliance de la Grande Asie depuis le début. Il informe alors Tatsuya au sujet de Mayumi et des autres étudiants civils qui sont actuellement piégés dans l'abri. Tatsuya s'envole alors pour défendre
défendre l'hélicoptère d'évacuation contre les attaques ennemies. Pendant ce temps, Katsuto rassemble tous les magiciens de la région du Kanto pour combattre les soldats de l'Alliance. Mais après qu'une horde de monstres fantomatiques commence à les attaquer, Masaki décide d'arrêter de faire des ravages façon John Wick pour pouvoir trouver l'utilisateur de magie qui les invoque. Après avoir utilisé une compétence spéciale qui cible les non-utilisateurs de magie, il repère le Merlin de pacotille et l'expédie rapidement rejoindre son créateur. Pendant ce temps, Kanon et le reste de la bande viennent tout juste de neutraliser un autre groupe de soldats ennemis, alors ils décident de retourner au centre de convention. Cependant, ils tombent soudainement dans une embuscade. Kei et Takaki essaient donc de protéger les filles de leur propre corps, mais la jambe de Takaki est arrachée tandis que Kei se prend une balle en plein cœur. L'instant d'après, Miyuki utilise ses pouvoirs pour éliminer le reste des soldats ennemis. Elle appelle alors Tatsuya, qui débarque aussitôt et utilise ses pouvoirs pour soigner Takaki et Kei comme si de rien n'était. Pendant que Tatsuya et les autres soldats de l'unité de Kyuko continuent d'éliminer les soldats ennemis, Kei et Takaki ont du mal à croire qu'ils viennent d'échapper à un aller simple pour le paradis. Après que les autres leur aient assuré qu'ils sont bel et bien vivants, Kanon demande à Miyuki des précisions sur la capacité spéciale de Tatsuya et affirme qu'il pourrait sauver toute une civilisation en quelques minutes s'il le voulait. Tout le monde est d'accord avec elle et se demande pourquoi Tatsuya a toujours gardé ce pouvoir secret. Miyuki commence donc par expliquer que sa capacité, qui s'appelle en réalité la régénération, lui permet de restaurer des humains et des machines à leur état antérieur, à condition que les dégâts aient eu lieu dans la journée. Alors qu'ils continuent tous de bavarder sur la facilité avec laquelle il pourrait guérir la planète entière, elle leur explique qu'en réalité, il doit en payer le prix à chaque fois qu'il utilise ses pouvoirs. Chaque fois qu'il soigne quelqu'un ou le ramène d'entre les morts, son esprit subit plus de 100 fois la douleur initiale en moins d'une seconde. Ce qui signifie qu'à chaque sauvetage, il joue littéralement avec la folie, car l'esprit humain moyen n'est pas fait pour supporter autant de stress d'un coup. Après qu'ils se rendent tous compte qu'il serait égoïste d'attendre de Tatsuya qu'il devienne leur puits de Lazare, Mizuki sent soudain une aura terrifiante se diriger vers le siège de l'association de magie. Elle prévient immédiatement tout le monde, alors Mitty consulte ses esprits et voit que Lou s'apprête à attaquer le bâtiment en utilisant la forme la plus puissante de ses capacités. Après qu'il leur ait expliqué la situation, Marie demande à Erika et Léo de l'aider à l'arrêter, et ils acceptent volontiers avant d'enfiler leur équipement et de sauter de l'hélicoptère. Cependant, en seulement quelques minutes, Lou les met tous hors de combat. Mais Mayumi décide elle aussi de rejoindre le combat et utilise une technique spéciale de glace pour geler les voies respiratoires de Lou. À ce moment-là, Shen, qui vient tout juste d'entrer dans le bureau principal, rencontre Miyuki, qui lui explique alors que son sort était trop faible pour l'arrêter avant de le transformer en statue de glace. Quelques minutes plus tard, Tatsuya et les soldats de Kyuko terminent d'éliminer les troupes ennemies restées près des quais. Mais lorsqu'il essaie de faire exploser leur navire principal, elle l'appelle pour l'arrêter et lui explique que le navire fonctionne avec une batterie spéciale qui pourrait nuire à l'océan. Cependant, environ une heure plus tard, elle donne à Tatsuya la permission de les faire exploser puisqu'ils se sont enfin suffisamment éloignés pour minimiser les dégâts. Alors que Tatsuya saisit un blaster spécial à longue portée pour faire exploser le navire, le commandant ennemi se moque d'eux en les traitant de trop sentimentaux, mais il reçoit le dernier choc de sa vie lorsque Tatsuya tire et les envoie hâte-patte en une fraction de seconde. Quelques heures plus tard, Miyuki reçoit un appel de Maya, qui commence aussitôt à lui demander pourquoi elle se retrouve toute seule dans une situation aussi dangereuse. Miyuki explique alors que Tatsuya est occupé par des missions militaires et rappelle à Maya que les capacités de Tatsuya sont en quelque sorte une garantie qu'il ne lui arrivera jamais rien. Au même moment, Tatsuya apprend que elle vient de mobiliser toute une flotte pour attaquer le Japon, et comme la plupart de leurs ressources ont déjà été utilisées lors de la première attaque, Tatsuya décide d'utiliser une compétence spéciale de type Burst contre eux. Après avoir reçu l'autorisation, il décolle avec un blaster spécialisé et déclenche une explosion colossale qui anéantit complètement toute la flotte et laisse un cratère en plein milieu de l'océan. Quelques jours plus tard, la vie reprend lentement son cours à l'académie, mais tout le monde reste sur ses gardes puisque l'attaque de Tatsuya a définitivement scellé l'importance de la magie militaire dans les livres d'histoire. Maintenant que le secret de Tatsuya a enfin été révélé, pourra-t-il encore profiter de son histoire d'amour à l'Alabama avec Miyuki? Commentez, partie 2, pour le découvrir, et n'oubliez pas d'activer les notifications après votre abonnement pour ne rater aucune de nos vidéos.